Non. Non, 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 non. Moi, je tombe pas dans le piège, les amis. Vous, peut-être, faites comme vous voulez. Foncez tête baissée dans ce monde de pain d'épices, mais moi, non. Elle met en place des stratégies, voilà, pour essayer d'éviter un petit peu de se faire piéger. Hein. Moi, je pense qu'ils vont droit dans un piège. Hein, non, le seul intérêt de cette scène, c'est de se dire, ok, il y a une taupe. Il y a une taupe, quelqu'un a donné l'emplacement des Mugiwara, quelqu'un les a. Voilà. Alors, est-ce que c'est Pudding qui a trahi, qui les a envoyés sciemment dans le bois des séductions? Ça sent trop le sucre et la guimauve, justement pour ne pas déceler quelque chose de très dark à l'intérieur. Donc moi, je le dis tout de suite, Pudding, il y a un truc très bizarre derrière elle. Allez. Je n'entends pas beaucoup vos applaudissements, chers amis. Ah bah oui. Attendez, j'étais le seul parmi toute la galaxie. L'univers entier était tombé dans le panneau. Le piège, comme ça, bam. La tête la première. Je suis très déçu, hein. Parmi tout l'univers l'univers lit One Piece, hein, faut être au courant de ça. Ouais. Et parmi toute la galaxie, la Voie lactée, personne n'avait décelé, personne n'avait pu lire à travers les lignes, pourtant c'était si grotesque, les gars. Vous vous êtes fait avoir. Oh là là. J'étais le seul à pouvoir braver tous les dangers de cette lecture qui vous a emberlificoté l'esprit. Vous, les reviewers, les théoriciens, tout le monde s'est fait avoir. Oh, Pudding, elle est gentille, c'est une gentille, elle a des couettes, elle a des nattes, elle a une robe très jolie. Enfin, c'est des pièges de bas étage. Enfin, c'est pas possible ça, il faut être un petit peu viril des fois, faut pas se laisser avoir, faut pas avoir des... Ah, je suis très déçu, chers amis, je suis très déçu, je ne vous le cache pas. Bon, écoutez, c'est pas grave, je suis prêt à vous pardonner, mais à une condition. Condition qui est la suivante. Je veux que dans les plus brefs délais, tous les youtubeurs et tous les lecteurs de One Piece du monde me célèbrent ou me fassent... Non, attendez, c'est mieux. Me donnent leurs abonnés, mais ça marchera pas, ça. Non, alors je sais. Oh, ah si, je sais. Alors je vais demander... Ah, alors peut-être que le président de la France, de la République française, attribue un jour férié par rapport à ce que j'ai fait pour la nation française, voilà, j'étais le seul quand même. Ou alors, ouais, le Panthéon, ouais. Le remerciement national, la Légion d'honneur, le prix Nobel de la paix. Ça me semble amplement mérité. Ou alors, juste je ferme ma gueule et je commence ma review. On fait comme ça ? Et nous nous retrouvons, chers amis, enfin, pour l'ultime review de cet ultime rattrapage de la mort, de l'apocalypse, de l'enfer, du purgatoire, de la mort qui tue. Nous avons enfin rattrapé notre retard. Enfin, moi, j'ai rattrapé mon retard. Mais en même temps, j'avais le droit de prendre des vacances. Regardez, j'avais trouvé l'ultime vérité. Alors forcément, mon cerveau, au bout d'un moment, il était à plat. Vous vous êtes tous fait avoir, mais pas moi. Sauf qu'après, j'ai dû recharger mes batteries. Mais ça y est, je suis gonflé à bloc, les gars. Et si tous les youtubeurs s'accordent à me donner leurs abonnés, ce que je pense c'est une bonne solution pour me payer de mes actes, me remercier, eh bien, je pense que je pourrais bien, ça va bien me rebooster ça. Bon, trêve de plaisanterie, chapitre 850 et 851, chers amis, nous allons évidemment parler de tout ce qui s'est passé dans ces chapitres. Donc c'est parti. Premièrement, on va parler de choses un peu plus anecdotiques par rapport évidemment à ce que j'ai évoqué en intro. Hein. C'est pas tant que ça anecdotique en fait, c'est assez dramatique même je dirais. C'est par rapport donc au combat entre Pedro et Tamago. Voilà, alors j'avais déjà un petit peu abordé le thème dans mes reviews précédentes, puisque de toute manière le combat était à cheval sur le chapitre 849 et le chapitre 850. Voilà, bon. Chose intéressante, en fait, je dirais la seule chose... Non, plusieurs choses. Déjà, on voit que Tamago, il se bat avec ses jambes, donc du coup, ça veut dire
que c'est un combattant assez multifonction, multitâche. C'est un mec qui a un petit peu diverses cordes à son arc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait bien pu se battre contre Sanji, il aurait bien pu se battre contre Brook, et finalement il se bat contre Pedro, qui est une sorte d'épéiste qui ressemble à Sanji, vous voyez le parallèle? Donc en gros, c'est ça. Et je dirais que finalement, la chose la plus intéressante ici, c'est pas tant le combat en lui-même, mais c'est plus les pensées internes de notre ami Pedro qui, au fin fond de lui-même, n'écoute plus du tout ce que lui dit Tamago et en gros relate, un peu malgré lui, un événement tragique de son passé. Et ce qui est très intéressant, je trouve, et vraiment fascinant dans ce combat, c'est que, aussi court qu'il est, Tamago, il est pas du tout... En fait, on n'est pas du tout avec Tamago. Tamago, il est là en mode... T'as vu, j'ai une super armure et j'ai une technique de ouf, tu ne pourras jamais me vaincre car j'ai une super armure en acier amidonné avec un renforcement carbone 3,14 pi avec le nombre d'or, enfin bon voilà. Le mec, il est dans un... le mec est très concret, tu vois. Le mec, il est dans un niveau de dialogue en fait qui est vraiment... qui est hyper concret, c'est pas incarné, il n'y a aucune émotion, c'est juste ouais, je suis plus fort parce que j'ai des super outils, j'ai une super armure, c'est de la merde. C'est nul. On s'en fout. On s'en fout parce qu'à ce moment-là, on est absorbé par complètement autre chose qui est le flashback qui nous est raconté un petit peu à travers les pensées de Pedro qui lutte intérieurement autant que extérieurement. Et qui en gros relate ce moment où avec les pirates du Nox, donc si j'ai bien compris, s'était fait capturer par Big Mom et en gros s'était fait voler, avait reçu la sentence qui a été également appliquée à Jinbei, et du coup il a perdu Zeppo, qui est sûrement donc l'ancêtre de Beppo, hein. Je pense qu'il faut vraiment pas être stupide pour comprendre ça. Faut vraiment pas être stupide pour... Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça, hein. C'est marrant parce que j'en dis des fois des bien connes. Hein. Faut vraiment pas être un génie pour comprendre ça. Donc c'est l'inverse. Et du coup, c'est intéressant, voilà, c'est de voir que finalement là, Pedro, il est tellement pas au même niveau d'engagement émotionnel dans ce combat que l'est Tamago. Tamago, il est là en mode haha, je vais te vaincre parce que j'ai une super technique, regarde-moi ça. Et en plus, il a l'air trop con, Tamago. Il faudrait qu'on lui dise un peu que ce style, cette espèce de couche culotte en forme d'œuf, c'est pas stylé, ok? C'est de la merde. Faut qu'il arrête de faire ça. C'est pas bien. Mais bref, en ce qui concerne Pedro, c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est que on ressent à travers un flashback très court tout l'engagement du personnage et on comprend tout le sacrifice. Et du coup ça marche. Et du coup Pedro est un personnage que je retiendrai avec plaisir. Donc voilà, pas d'autre chose à dire à part la fin du combat est assez violente et on voit que Tamago se fait couper comme un œuf, et il y a même une sorte de jaune d'œuf et de blanc d'œuf qui semble sortir de lui. Alors ma question c'est, est-ce que le gars c'est en fait un homies? Ce serait dingue. Est-ce qu'en fait c'est un œuf vivant à cause d'une âme de Big Mom? Ce serait possible, je veux dire, franchement ça m'étonnerait même pas. Elle donne vie à des nuages, des arbres, des trucs chelous, ça m'étonnerait pas si vous voulez. Donc ouais, voilà un petit peu ce que je pense. C'est bien, bon combat, court mais intéressant, captivant, fascinant et tendu. Et émotionnel. Et on va arrêter là. Ensuite, donc, deuxième point. Bon, alors les mecs, ça y est, on va s'y attaquer. Pudding, les mecs. J'avais raison depuis le début. Bon, je vais arrêter l'espèce d'auto-célébration que je fais depuis le début. Puis en fait, on va essayer de parler plutôt de... Parce que je l'ai assez fait. On va plutôt parler, voilà, de finalement, est-ce que c'était un bon twist ou pas? Je vais être très honnête avec vous, je trouve que non. Mais c'est selon mon point de vue, d'accord? C'est-à-dire que je pense que moi, dans ma lecture... ça n'a pas fait grand chose. Et oui, c'est vrai, je viens de me vanter pendant des minutes entières que j'avais trouvé que c'était pas une gentille, que c'était une méchante, tout ça. Et en fait, ça m'a un peu bouffé ma lecture. Tous les gens qui ont vécu ce twist d'une manière assez très surprenante, et bah finalement ils ont mieux vécu la lecture. Et moi, j'ai trouvé que c'était un peu bof, quoi. Je me suis dit, ah bah oui, bah évidemment, je m'en doutais bien. Donc c'est là où on voit le paradoxe, c'est que on passe ces journées à essayer de prévoir ce qui va se passer. Et finalement, quand ça arrive, et bah on n'est pas surpris. Donc bon, mais c'est pas entièrement notre faute, parce que je trouve que là, Oda, il jouait un petit peu trop sur un terrain très dangereux. Enfin, c'est-à-dire,
Pour moi, c'était trop évident. On pouvait pas ne pas y penser, en fait. C'est ça le truc. On pouvait peut-être penser comme vous, la plupart de vous. Enfin non, je vais arrêter de présumer que personne n'a pensé comme moi. Sans doute, il y a plein de personnes qui ont pensé comme moi. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre vous qui se sont fait surprendre par ce twist, eh bien, pouvaient avoir eu comme idée, d'ailleurs je l'ai évoqué dans mes reviews, que c'était une méchante. Ça a traversé l'esprit, mais vous avez quand même pensé qu'elle était gentille. Bon, vous avez conclu là-dessus. Et moi je dis que c'est raté dans la mesure où on aurait dû n'avoir aucune idée que cela soit possible. Et ça n'y a pas coupé. C'était clairement une des possibilités qu'elle mente. Et voilà, et c'est le cas. Donc c'est un peu dommage que ça se fait comme ça. Le twist est pas si mal parce que les révélations de ce qu'elle avait murmuré à l'oreille de Luffy sont bien, ça je ne l'avais pas anticipé. Et c'est vrai que c'est surprenant quand on revoit la scène et qu'on la relit de cette manière en mettant les bulles dans ce que la dernière fois on avait eu de masqué, si vous voulez, donc ça c'est cool. En revanche, je trouve que le twist de manière générale et ensuite qui est d'un lourdingue avec quand elle fait des grimaces, c'est genre... C'est tout l'un ou tout l'autre. Cet arc est tellement pas nuancé que ça en devient caricatural. Je crois que c'est le maître mot de cet arc. S'il y avait vraiment quelque chose que je pourrais critiquer dans cet arc, c'est le côté manichéen, le côté très caricatural, très grotesque. Et je trouve que là, la nana qui commence à faire des grimaces, c'est genre, d'un côté, c'était genre, la nana, elle avait tout fait pour qu'on l'aime, et là, elle fait tout pour qu'on la déteste. Et c'est Oda qui est derrière tout ça, hein. C'est pas les personnages qui vivent eux-mêmes, hein. C'est bien Oda qui décide quelle intensité il met dans l'expression de ces personnages, quoi, et dans leur caractère. Et là, c'est un peu forcé, quoi. Et d'un côté, c'est vrai qu'on a Sanji qui lui-même aussi est d'une fragilité d'ailleurs qu'on n'avait jamais vraiment vu chez lui, en fait, hein. Et j'y viendrai, c'est un peu ma conclusion là-dessus. Et mais bon, voilà, je trouve que pour toutes ces raisons, le twist de Pudding n'est pas très réussi et un petit peu trop forcé, selon mon goût, voilà. Par exemple, parlons un petit peu ensuite de ce qui va se passer à la Tea Party, des révélations et du projet de Big Mom. Bon alors ok, très intéressant, on voit qu'effectivement, comme on l'avait à peu près tous prévu, hein, ça va se terminer, c'est une espèce de guet-apens, c'était un bain de sang qui est prévu depuis de longue date, et voilà, donc moi ça ne me surprend pas, et je trouve que c'est révélé de manière plutôt intéressante, et c'était comme ça que ça devait se passer, je pense. Évidemment que c'est un Yonko, c'est un ennemi, Big Mom, certains ont pu penser, moi compris, peut-être qu'elle n'allait pas s'avérer être un ennemi, parce que c'est vrai que cet arc est tellement surprenant, de toute manière depuis les Minx, One Piece n'a plus jamais été pareil, et je dirais que voilà, la Tea Party, en fait le seul truc que je me dis c'est est-ce qu'il n'y a pas un gros problème là-dedans, les clones, l'armée de clones que Big Mom souhaite s'accaparer, elle n'est pas programmée pour être loyale au Vinsmoke, uniquement au Vinsmoke. C'est ça que je comprends pas en fait, c'est que il me semble qu'on nous a bien spécifié qu'ils étaient loyaux au Vinsmoke, pas à n'importe qui. Non ? Vous voyez ? Donc ça me paraît être un gros trou quand même dans le plan de Big Mom là. Une grosse faille. Vous imaginez cette armée qui somme toute est une menace à prendre au sérieux, puisque c'est le motif de toutes les manipulations qu'a fait Big Mom jusqu'à présent, donc ça veut dire que cette armée de clones, elle a vraiment une importance, si vous voulez. Mais là, s'il s'avère qu'elle peut pas la contrôler, l'armée de clones, elle est dans la merde. Elle est dans la merde. Et ça aussi, ça... Au niveau scénaristique, il y a quelque chose de très drôle, c'est que les Vinsmoke sont de facto des gentils, désormais. C'est con à dire, mais compte tenu de ce qu'on avait déjà eu également la dernière fois face au livre de Mondor qui a enfermé des gens, des humains, on voyait que les Vinsmoke avaient un peu de sens moral, même si c'est pas des gentils, ça le sera jamais, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne Big Mom, là, ils ont trouvé un adversaire beaucoup plus méchant, et du coup, par voie de conséquence, dans l'échelle de richeur de la gentillesse, les Vinsmoke ont augmenté, si on peut dire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais sur la Tea Party. Ensuite, par rapport au Pudding, on revient un peu sur son pouvoir, juste pour dire que c'est très marrant, parce que regardez, il y avait eu le premier coup de foudre, si l'on peut dire, de Sanji avec Viola. Eh bien, elle avait un pouvoir de clairvoyance, elle avait un pouvoir, en gros,
liées à l'esprit, liées à la vision, liées aux souvenirs, tout ça. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est à peu près la même chose en fait. C'est encore un pouvoir qui est avec Pudding lié à l'esprit, lié à la mémoire, tout ça. Et mais qui est un peu à l'inverse parce que elle, là, elle peut manipuler les souvenirs, l'autre, elle peut voir à travers la mémoire des gens en fait. Donc il y a un côté passif avec Viola, il y a un côté très offensif, actif avec Pudding. Et le truc avec Pudding, c'est que je me dis que alors, en fait, je me suis posé la question, quel est son type de paramécia? Parce que vous savez, j'ai fait cette vidéo parlant des types de paramécia, elle m'a posé pas mal de problèmes cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il y avait des paramécia très curieux, en fait, assez inclassables. Mais je suis quand même assez convaincu que Oda les a classés un peu malgré lui-même, je dirais. Parce qu'il a une grille, d'imagination, un imaginaire assez précis quand il s'agit d'imaginer justement et de créer, d'inventer de nouveaux pouvoirs de fruits du démon. Et là, je pense que le pouvoir en question, c'est un pouvoir de manipulation des souvenirs. À travers un procédé très concret, puisque c'est littéralement elle qui tire une bobine, on a l'impression qu'elle fait du montage YouTube, enfin du montage argentique plutôt, enfin du montage sur bobine. Et là, je me dis que c'est un paramécia un peu curieux, certes, mais qui est quand même de la manipulation. Donc environnementale, la manipulation des souvenirs. C'est forcément environnemental puisqu'elle manipule quelque chose de déjà existant autour d'elle, c'est-à-dire les souvenirs. Même si ce n'est pas de la matière, c'est quand même quelque chose d'extérieur. Et par contre, après, dans les différents paramécias environnementaux, je dirais que c'est une manipulateuse. Enfin bref, peu importe. Enfin, vous voyez l'idée. Ensuite, par rapport, donc, ce sera ma grande conclusion par rapport à Sanji, par rapport à cet arc. Je vous l'avais dit dans une des reviews que j'ai faites précédemment. Je vous avais dit donc que j'ai changé d'avis quant à Sanji, quant à son destin, quant à son traitement dans cet arc, et c'est vrai que là où j'avais été assez déçu dans les chapitres précédents, je crois que j'ai compris où voulait en venir Oda. L'année de Sanji, elle nous a été présentée comme un truc... 2016 a été présentée comme... oui, c'était l'année de Sanji, ou enfin je sais plus, enfin bref, à partir de quand on a dit ça. À partir du Only Alive, à partir de tout ça, à partir des Vinsmoke, on s'était dit ok. C'est vrai que Sanji a pas eu de moment où il a brillé énormément, il était un peu en retrait depuis le début, il est vrai qu'au niveau de sa puissance et de son... il était moins intimidant que Zoro, ça c'est clair, et en termes de progression, comme on est dans un monde quand même où la puissance est là une importance, c'est vrai que ça manquait un peu. Et on s'attendait beaucoup à ce qu'à travers ce flashback, et à travers, pas exactement le flashback, mais plutôt à travers cette aventure personnelle à laquelle que traversait Sanji, et on allait trouver un Sanji badass, un Sanji qui avait ses propres ambitions, qui avait ses propres projets, qui restait un peu secret, mystérieux, qui allait se débrouiller tout seul, qui allait être super cool, tu vois, super balèze et tout. Et en fait non, on n'a rien eu de tout ça. On a eu un Sanji naïf, trahi, faible, qui pleure, qui ne sait pas quoi faire, qui est en complet désarroi. On a eu le flashback de Sanji où on a vu que c'était un être assez faible, mais pas... Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est un être assez vulnérable. Et on a vu que c'était un être qui avait beaucoup souffert de cette faiblesse dans sa jeunesse. Et là, avec Pudding, c'est l'ultime coup de grâce. C'est Sanji qui a baissé sa garde. C'est un Sanji pas du tout le Sanji qu'on espérait, c'est un Sanji qui est d'ailleurs un autre Sanji encore. Un Sanji qu'on n'a encore jamais vu. C'est un Sanji qui certes baisse sa garde quand il s'agit des femmes, et ça on le connaît, mais qui a baissé sa garde tellement bas que la blessure est extrêmement profonde. Et là, ce que lui a fait Pudding, c'est justement la claque, la douleur que j'attendais de voir en fait dans le flashback, dans le passé, dans les mésaventures qu'allait vivre Sanji dans cet arc en fait. Et voilà, en fait, cette douleur que j'attendais peut-être en amont de toutes ces aventures, elle se trouve en aval. Elle se trouve là, maintenant. C'est maintenant que la rupture, elle va s'opérer dans le personnage de Sanji, en fait. Moi, j'attendais que Sanji me surprenne. Mais il m'a surpris. D'une certaine manière, il m'a surpris. En baissant sa garde aussi bas que maintenant, le revers est tellement dur pour lui. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière c'est une bonne chose parce que j'ai été surpris,
j'ai été surpris de voir Sanji autant en désarroi, autant désemparé. Et finalement, c'est là, je pense c'est là-dedans que réside tout l'intérêt de l'aventure personnelle de Sanji ici dans cet arc, c'est que ce n'est pas du tout en fait la peinture qu'on aurait pu imaginer et à laquelle on aurait pu s'attendre justement d'un Sanji qui est là, qui nous convainc par sa débrouillardise et le fait qu'il puisse se débrouiller seul et qu'il puisse avoir des objectifs personnels qui dépassent même ceux du cadre de l'équipage. Et je pense que d'une certaine manière, elle est là en fait la grande qualité de peut-être que j'avais peiné à voir dans cette aventure personnelle qu'est en train de vivre et d'expérimenter Sanji, c'est que ce n'est pas tant justement ce à quoi on aurait pu s'attendre, mais justement peut-être quelque chose qui fait qu'en fait l'année de Sanji c'était une vaste supercherie mais qui s'avère être quelque chose d'assez intéressant. Et de toute manière, je pense que ça me permet de rebondir sur mon dernier point. One Piece est en train de, je trouve, changer tellement. Il y avait une espèce de schéma parallèle entre Paradise et Grand Line, enfin Paradise et le Nouveau Monde jusqu'à présent, mais là ça change tellement. Ça change tellement. Et cet arc, si vous voulez, casse complètement les codes. Enfin, j'y revois plus du tout de... Alors, à tort ou à raison, parce que parfois je trouve que ça va un peu trop vite, mais c'est vrai que c'est très différent. C'est différent de n'importe quel autre arc narratif qu'on a pu avoir dans One Piece. Et si vous voulez, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu quand Jinbei est apparu à la toute fin. Et putain Dieu que c'était génial, parce que je sais pas, mais je me suis laissé porter par ce moment, c'était vraiment génial. Il y avait ce côté un peu, on n'avançait pas là, Luffy ça faisait 3 ans qu'on le voyait essayer de peiner à sortir de la cage, tout ça, et là on entend une voix et on voit un coup de poing et bam, mais putain tellement c'est plaisant quoi. Ah mon Dieu, mais c'était génial, 5000 tuiles, en plus les bonnes vieilles tuiles du karaté des hommes poissons qu'on aime tant, et puis le dessin, bam, en plus pauvre opéra, parce que je l'aime bien ce bon vieux opéra, vous voyez, mais pas autant qu'un bon coup de poing de Jinbei en pleine face, enfin en plein ventre. Et je dois dire qu'en termes de coup de poing satisfaisant, je n'ai pas été aussi satisfait depuis le coup de poing à Shabondi de Luffy au Dragon Céleste. Je trouve qu'il y a vraiment là, dans ce petit détail, cette petite case, toute une espèce de catharsis là, bam, comme ça, là, dans cette espèce de gros tas, ce gros plein de soupe, comme dit Luffy d'ailleurs. Il a bien cherché son insulte. Espèce de gros plein de soupe. C'est pas l'insulte que normalement on arrête de dire quand je sais pas, quand on va en primaire. Enfin bref. Mais non, mais là, ce qui est bien, c'est que vraiment, cet arc me surprend d'un bout à l'autre. Et je dois dire que, en mal comme en bien, mais principalement en bien, finalement. Finalement, vous voyez, regardez, hein. J'avais une espèce d'avis négatif qui gravitait un peu autour de cet arc, mais finalement, je veux dire que c'est plutôt pas mal, et j'espère que, en tout cas, Oda continuera dans cette voie en nous surprenant, peut-être plus de la manière qu'il nous a fait en ce qui concerne Sanji que de la manière qu'il a employé pour ce qui concerne le personnage de Pudding, qui pour moi je trouve était un twist un peu raté. Mais enfin bref, vous voyez chers amis que on peut changer d'avis, on réfléchit, on lit, et de toute manière je pense que, et ça c'est un truc que je suis en train de réfléchir à ça en ce moment, c'est que je pense que finalement les reviews c'est un côté un peu déstructurateur, enfin c'est pas très intéressant en fait. C'est vraiment me saper que là ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire c'est qu'en gros, on doit juger une œuvre dans son ensemble. Alors essayons de juger les arcs dans leur ensemble. Ce serait déjà pas mal. Mais la review c'est limité quand même. C'est-à-dire que, enfin, moi j'adore, j'adore, je pourrais pas m'en passer, mais c'est vrai que pour avoir une vraie idée de ce que ça donne de manière générale, regardez Sanji par exemple, j'ai été vraiment déçu jusqu'à ma conclusion finale que je fais à présent. Et voilà, et pour moi voilà, c'est exactement ça, cette douleur que je cherchais dans le flashback et l'aventure personnelle de Sanji, j'ai complètement manqué de la voir là où elle était, c'est-à-dire devant mon nez. Là, juste là, dans les putains de chapitres, dans le temps présent. Et finalement, ça, je m'en rends compte maintenant, rétroactivement, mais finalement, c'est ça, quoi. C'est la lecture qui permet, en gros, en lisant, on se rend compte de certaines choses qu'on a loupées, et de certaines analyses qui ont manqué dans une lecture qu'on avait faite avant. Et donc, voilà les amis, donc je vous invite à faire un peu comme moi, c'est-à-dire juger peut-être les choses après coup, essayer d'être plus
jugez l'œuvre plutôt que le chapitre, jugez l'arc plutôt que voilà que la séquence, et juger voilà le chapitre plutôt que la case. Voilà, essayez d'être plus général plutôt que pinailleur. Enfin, pinailleur c'est péjoratif, mais enfin ce que je veux dire c'est que voilà, essayons de pas trop déstructurer, et je pense qu'on aura un point de vue bien plus justifié de l'œuvre qu'on est en train d'essayer de critiquer, d'analyser et de lire. Bien, chers amis, c'est sur ces derniers mots qu'on va se quitter. J'espère que ma review vous aura intéressé, j'espère que c'était pas un peu trop tard, mais enfin bon, il est jamais trop tard pour parler de One Piece, n'est-ce pas? Et bon, j'avais le droit, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, mes neurones, après cette espèce de révélation dans laquelle j'avais tout trouvé, voilà, il fallait qu'ils se reposent un peu. En tout cas, chers amis, reposez-vous bien. Moi aussi, je suis fatigué, c'est un truc de dingue. Et parce que j'ai fait tellement de vidéos là. Et on se retrouve une prochaine fois pour le chapitre 832. Non, 832. Mais non, pas du tout. 800. Non, je confonds. 852. Du coup, oui, c'est ça. 852 de One Piece. En attendant, chers amis, portez-vous bien. Voilà, lisez des mangas, critiquez vous-même, analysez, et ensuite on se retrouve dans les commentaires pour se crêper le chignon, pour se défoncer, pour savoir qui de Zoro ou de Sanji est le plus badass. Pour l'instant, je dirais que c'est plutôt